Soudain, Alexandre devint l'héritier présomptif. Mais ce n'était pas une bonne chose. La vie d'un prince russe n'aurait pas dû être si terrible, mais l'enfance d'Alexandre fut un cauchemar. Son père, le tsar Nicolas, avait toujours été un homme strict et rigide, mais une fois sur le trône, cela empira considérablement. Pendant des années, l'empereur maintint une emprise de fer sur son fils, ainsi que sur son pays. Ce n'était donc pas une coïncidence si Alexandre se révolta de manière spectaculaire. En grandissant, il devint l'exact opposé de son père, un libéral et un libertin. À l'âge de 21 ans, les parents d'Alexandre étaient désespérés de le voir se poser, et ils avaient une idée précise en tête. En 1839, Alexandre entreprit un voyage qui allait changer sa vie. À l'époque, les jeunes hommes partaient souvent pour un grand tour d'Europe, et ses parents organisèrent le même pour lui. Sauf qu'il y avait une particularité. Le tsar et la tsarine attendèrent de leur héritier qu'il rencontre sa future épouse durant ce voyage. Et ils avaient même préparé une liste de dames et d'étapes pour lui. Fidèle à son style, Alexandre bouleversa complètement leurs attentes. Lors d'une étape, Alexandre rencontra la jeune reine Victoria, qui était célibataire à l'époque, et seulement 1 an plus jeune que lui. Cependant, Victoria ne figurait explicitement pas sur la liste des fiancés potentiels. Leur union aurait été trop puissante, et un mariage entre eux aurait rendu les autres pays extrêmement nerveux. Bien sûr, Alexandre ne pouvait s'empêcher de repousser les limites. Bien que presque oubliée par l'histoire, la visite d'Alexandre à la reine Victoria cachait un énorme secret. Le futur mariage de Victoria avec le prince Albert est aujourd'hui célèbre, mais elle et Alexandre ont probablement entretenu une brève liaison durant ce voyage. Bien que cette romance ait été courte et non consommée, Alexandre adorait sans doute jouer de ses charmes interdits, et il ne s'arrêta pas de créer des scandales. La favorite de la famille pour le tour des fiancés d'Alexandre était la princesse Alexandrine de Bade, une jeune femme au physique plutôt ordinaire, mais éminemment respectable, fille d'un duc allemand et d'une princesse suédoise. En fait, tout le monde pensait qu'elle était si parfaite pour le rôle que la princesse Alexandrine elle-même se considérait déjà fiancée à Alexandre et agissait en conséquence. Mais quel désappointement il lui réserva. En route vers Bade, l'entourage d'Alexandre, lassé des sauts incessants d'une ville à l'autre et de cette chasse aux princesses, le supplia de faire une pause dans la ville allemande de Darmstadt. Au début, Alexandre résista. Il n'était pas du tout fatigué. De plus, il savait que Louis II, le duc régnant, et donc l'hôte chez qui il devrait séjourner, était d'un ennui mortel. En d'autres termes, pas de plaisir, pas d'Alexandre. Finalement, ces hommes le convainquirent de se calmer et de mûrir un peu. Et il s'arrêta à Darmstadt après tout. Ce fut un rendez-vous avec le destin. Bien que l'Alexandre en quête de plaisir craignait une soirée ennuyeuse avec le bien plus âgé Louis, ses appréhensions s'évanouirent dès l'instant où la jeune et jolie fille du duc, la princesse Marie, entra dans la pièce, élancée, grande et bien plus belle que sa prétendue fiancée, la princesse Alexandrine. La jeune fille donna immédiatement des palpitations à Alexandre, mais il aurait dû y réfléchir à 2 fois. Même selon ses propres aveux, Alexandre fut attiré par Marie, je cite, « au premier regard », fin de citation, ce qui est en réalité un peu troublant. Voyez-vous, Marie n'avait que 14 ans à l'époque, si jeune qu'elle portait encore ses cheveux détachés, comme les enfants. Elle était aussi totalement inexpérimentée en société. Mis à part cette différence d'âge et de maturité troublante, Alexandre était clairement conquis et resta pour dîner, même s'il trouva effectivement le père de Marie ennuyeux. Comme tout ce qu'il faisait, Alexandre agissait vite. Quand il quitta Marie, son flirt avait suffisamment progressé pour qu'elle lui offre un médaillon contenant une mèche de ses cheveux. Mais tout était sur le point de s'effondrer. Après sa rencontre avec Marie,
Alexandre écrivit à son père et à sa mère, déclarant passionnément son amour. La réponse de ses parents le choqua. Certes, il était censé découvrir un éventail de fiancées possibles, mais il était aussi supposé épouser la pauvre princesse alexandrine à la fin. Sa mère protesta avec véhémence, soulignant combien la famille de Marie était inférieure à la leur. Face à cette opposition, Alexandre n'avait qu'une seule chose à faire. Déjà impulsif et ultra-romantique, deux traits qui ne lui rendraient pas service à l'avenir, Alexandre griffonna une série de lettres écrites à la hâte à ses parents. Dans celle-ci, il lança un ultimatum stupéfiant. Utilisant le seul pouvoir qu'il avait, il menaça de renoncer à la succession s'il ne le laissait pas épouser Marie. Eh bien, attention à ce que l'on souhaite. Après que leur fils les eut acculés, le tsar et la tsarine cédèrent finalement et laissèrent Alexandre proposer à la jeune fille, qui accepta. Dans un tourbillon, Marie partit vivre en Russie, se convertit à l'orthodoxie orientale et prit un nouveau nom, Maria Alexandrovna. Après l'euphorie initiale, la famille attendit une année entière pour qu'elle atteigne un âge sûr pour enfanter, et pendant ce temps, les illusions d'Alexandre commencèrent déjà à s'effriter. Alexandre était peut-être tombé amoureux de Maria au premier regard, mais la réalité était bien différente. Bien qu'il lui fût encore dévoué, il devint évident que, contrairement à lui, sa fiancée était calme et conservatrice. Et si leurs niveaux d'énergie différents les équilibrèrent parfois, il y avait des problèmes plus profonds. Dès les premiers mois, Alexandre dut réaliser à quel point Maria était mal adaptée à la vie trépidante de la cour russe. Au lieu d'énergiser Maria, cet environnement ne faisait que l'épuiser et l'accabler, elle, si réservée. C'était le premier signe de trouble dans leur union, mais les deux amoureux foncèrent tête baissée. Quand Alexandre décida finalement qu'il était temps d'épouser Maria, il le fit à sa manière. Il épousa sa jeune fiancée lors d'une cérémonie grandiose et ostentatoire, qui reflétait davantage ses goûts à lui qu'à elle. Pour couronner le tout, il choisit la veille de son 23e anniversaire comme date de mariage. Une chose était claire, la nuit de noces fut un succès embarrassant. Cependant, à peine un an après son mariage, alors qu'elle était encore adolescente, Maria donna à Alexandre son premier enfant. Une fille qu'ils nommèrent Alexandra, et avec la naissance de sa fille, un grand changement s'empara d'Alexandre. En résumé, Alexandre était un papa poule comme nul autre. Il s'impliquait profondément dans l'éducation d'Alexandra, et alors que la petite grandissait, il la faisait souvent rester à ses côtés dans son bureau pendant qu'il travaillait. En effet, bien que Maria donnât bientôt une succession de 3 fils robustes, Alexandra restait sa favorite, ce qui rendait le destin de la fillette d'autant plus déchirant. En 1849, alors qu'Alexandra avait 6 ans, une tragédie inimaginable frappa la famille impériale. Cet été-là, la petite princesse succomba à une méningite infantile, plongeant ses 2 parents dans une spirale de chagrin. Tragiquement, comme nous le verrons, ce ne fut que la première des pertes horrifiantes d'Alexandre. Alexandre n'avait jamais hésité à jouer les favoris avec ses enfants, et bientôt, il exagéra. En 1853, Maria donna enfin naissance à une autre fille, Maria Alexandrovna, et la nouveau-née éclipsa immédiatement les 6 frères, tous des garçons, qui la précédèrent et la suivirent. En 1855, le père d'Alexandre, le tsar Nicolas Ier, avait 58 ans et commençait à se faire vieux, surtout pour les normes de santé en Russie à l'époque. Lorsqu'il attrapa un rhume au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, qui se transforma en pneumonie, tout le monde craignait le pire. Eh bien, ils auraient dû craindre bien plus. Le patriarche n'avait jamais été sentimental, mais il le prouva vraiment au cours des jours suivants. Quand les médecins informèrent Destiner, le père d'Alexandre, que sa pneumonie pouvait être fatale, le vieil homme refusa tout traitement. Il était si déterminé que certains suggérèrent qu'il voulait mourir.
Quel que soit le motif, la fin amère fut la même. Nicolas décéda le 2 mars 1855, et le monde d'Alexandre fut à nouveau bouleversé. À 37 ans, Alexandre était désormais le tsar de toute la Russie, mais un sombre présage assombrit ses débuts. Lors de la cérémonie de couronnement d'Alexandre et Maria à Moscou, les 4 dames d'honneur de l'impératrice laissèrent accidentellement tomber sa couronne, qui tomba dans les plis de son manteau. La superstition voulait que cela présageât un mauvais avenir pour Alexandre et sa femme, et la salle devint tendue. À l'époque de son couronnement, le grand espoir du tsar était son fils aîné et héritier, Nicolas. Et, pour une fois dans l'histoire, l'héritier semblait à la hauteur de sa charge, bien éduqué, intelligent et éloquent. L'oncle de Nicolas le qualifia de « couronne de perfection », et tout le monde croyait que l'avenir de la Russie était entre de bonnes mains. Le destin, cependant, avait des plans bien plus cruels. En 1863, Alexandre commença à mettre son héritier sur le marché, et les choses se mirent en place presque trop facilement. Le jeune Nicolas tomba éperdument amoureux de Dagmar du Danemark, et le couple se fiança. Puis, l'autre chaussure tomba. En 1865, Nicolas tomba gravement malade. Alexandre, sa femme Maria et leur deuxième fils, Sacha, se précipitèrent tous au chevet du jeune homme, suivi de Dagmar. Quand ils réalisèrent de quoi il s'agissait, le cœur du tsar dut s'effondrer. L'univers avait un sens de l'humour amer envers le tsar Alexandre II, car son héritier Nicolas souffrait d'une méningite cérébrospinale fatale, une variante de la maladie qui avait tué sa petite Alexandra des années auparavant. Le tsar dut regarder un autre de ses enfants brillants et prometteurs s'éteindre sous ses yeux. Le 24 avril, l'héritier du tsar mourut, laissant son fils Sacha comme nouvel héritier. Bien que la tragédie de perdre leur fils aîné ait terrassé Alexandre et sa femme, ils durent rassembler leurs forces restantes pour Dagmar, qui était complètement effondrée. Selon les rapports, le tsar et la tsarine en deuil durent arracher la jeune fille du corps de leur fils. Le tsar Alexandre et Maria étaient apparemment heureux de laisser Dagmar s'appuyer sur eux, car ils avaient de plus grands projets pour elle. Voyez-vous, au chevet du mourant, le couple Romanov décida qu'il serait formidable que Dagmar surmonte Nicolas au plus vite et épouse leur fils suivant, Sacha, à la place. Et le plan fonctionna réellement. L'héritier de remplacement d'Alexandre épousa Dagmar l'année suivante. Malheureusement, ce fut l'une des dernières fois qu'Alexandre et sa femme furent vraiment unis. Depuis la naissance de leur dernier enfant, le mariage d'Alexandre avait subi une transformation troublante. L'impératrice Maria, jamais de constitution robuste et jamais amoureuse des fastes de la cour russe, devenait de plus en plus malade et réservée au fil des années. Finalement, le tsar et la tsarine étaient à des lieues l'un de l'autre en goût et en tempérament, et cela commençait à se voir. Pour faire face au décès de ses enfants et au froid de son mariage, Alexandre plongea davantage dans les bals et les fêtes, et il faisait régulièrement transporter des centaines de palmiers dans le palais d'hiver pour des soirées éblouissantes. Après tout, quelle meilleure façon d'oublier ses problèmes qu'en se prélassant dans une oasis tropicale. Et bien sûr, sa femme réservée n'était presque jamais présente. Tout cela était voué à atteindre un point de rupture, mais personne n'aurait pu prédire à quel point cela deviendrait grave. Tout au long de sa vie conjugale, Alexandre avait toujours pris des maîtresses occasionnelles quand cela lui convenait. Bien que l'impératrice Maria semblât garder un silence respectueux sur les infidélités de son mari, il y avait une raison à cela. Le couple royal dissimulait une vérité plus sombre dans leur chambre à coucher. Maria était devenue si malade que ses médecins finirent par lui conseiller de cesser complètement de coucher avec le tsar. Dans les années 1860, avec l'impératrice Maria totalement hors du lit conjugal, Alexandre porta son libertinage à un niveau troublant.
En 1864, le tsar, alors d'âge mûr, commença à rencontrer une écolière de 16 ans, Catherine, qu'il connaissait depuis qu'elle avait 11 ans. Au début, il se contentait de visiter son école, pour marcher et discuter, mais ce n'était qu'un début. Au fil des mois, Alexandre devint de plus en plus épris de Catherine. La jeune fille, séduisante, avait des opinions libérales qui correspondaient aux siennes, ainsi qu'une belle manière de les exprimer. C'était une combinaison à laquelle il ne pouvait résister. L'attirance d'Alexandre ne passa pas inaperçue. La mère de Catherine lui conseilla de conclure l'affaire avec le tsar le plus vite possible. Au lieu de cela, quelque chose de bien plus dangereux se produisit. Malgré ses 16 ans, Catherine n'était pas naïve. Elle sentit que céder aux besoins constants de stimulation d'Alexandre ne ferait d'elle qu'une maîtresse de plus dans une longue lignée, ce qui n'était pas son plan. Au lieu de cela, Catherine se calma, devint la confidente la plus proche d'Alexandre et attendit son moment. Malheureusement, ce moment eut un prix élevé. Voyez-vous, après avoir pris le trône, Alexandre avait aboli le système de servage en Russie, ce qui signifiait que les paysans n'étaient plus liés à la terre qu'ils travaillaient. Et bien que cela semblât une évidence, cette décision lui valut des ennemis dans les cercles conservateurs et révolutionnaires. Cela eut des conséquences désastreuses. Le 4 avril 1866, alors que le tsar se promenait, l'agent radical Dmitri Karkozov tenta de l'abattre. Bien que l'attentat échoua, il choqua profondément Alexandre, qui savait exactement vers qui se tourner pour trouver du réconfort. Après la tentative sur sa vie, Alexandre ne courut pas dans les bras froids de sa femme. Au lieu de cela, il se rendit directement auprès de la petite Catherine. Catherine faisait face à la perte de sa propre mère à ce moment-là, et le couple pleura dans les bras l'un de l'autre pendant des semaines, se rapprochant plus que jamais. Jusqu'en juillet 1866, lorsque Catherine fit son geste, elle permit enfin au tsar de la séduire dans son lit. Les conséquences furent incalculables. Après des années à désirer et à apprendre à comprendre Catherine, Alexandre était désormais plus amoureux d'elle qu'il ne l'avait jamais été de quiconque, y compris l'impératrice Maria. Ainsi, dans l'élan de la passion, il fit une promesse dangereuse. Alexandre et Catherine tenaient des notes très détaillées sur leur relation, ce qui permet aux historiens de savoir exactement ce qu'ils firent la nuit où ils consommèrent dans leur amour. Selon les écrits de Catherine, Alexandre la regarda dans les yeux après l'acte et lui dit « Maintenant, tu es ma femme secrète. Je jure que si je suis un jour libre, je t'épouserai. » Eh bien, il ne fut pas surprenant que Catherine se retrouvât enceinte en 1872. Elle donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Georges, suivi rapidement d'une fille, Olga, l'année suivante. Oui, la crise de la quarantaine d'Alexandre fut de se créer une seconde famille secrète. Les enfants d'Alexandre avaient toujours été son point faible, et sa maîtresse Catherine savait exactement comment en tirer avantage. En 1876, Catherine était à nouveau enceinte et fit une demande audacieuse. Fatiguée de vivre dans l'ombre, elle insista pour accoucher de son nouvel enfant au palais d'hiver, là où vivait la véritable famille d'Alexandre. Elle obtint ce qu'elle voulait. Bien que le bébé, un garçon nommé Horace, mourut en bas âge, il naquit néanmoins dans les appartements de l'empereur. Catherine se rapprochait de plus en plus du centre de la vie d'Alexandre, et tout le monde allait bientôt recevoir un réveil brutal. Après avoir donné une autre fille à Alexandre en 1878 et l'avoir soutenu à travers 2 autres tentatives d'assassinat, Catherine acheva sa domination sur le cœur du tsar. En fait, au début de 1880, Alexandre était si épris qu'il décida que Catherine viendrait vivre au palais d'hiver de manière permanente. Mais tout cela eut un prix sinistre. Voyez-vous, lorsqu'Alexandre décida d'installer Catherine dans la maison de sa femme, l'impératrice Maria était mourante. C'est exact.
la santé constamment fragile de Maria culminait dans une grave tuberculose. En quelques jours, le contre-coup se fit sentir. L'impératrice Maria était peut-être un peu morose, mais elle restait une figure à la cour, et les cercles de ragots s'activèrent pour démolir Catherine en soutien à leur impératrice. Malheureusement, il était bien trop tard. Sachant la fin proche, la femme d'Alexandre accomplit un acte désintéressé. Ne voulant pas semer la discorde dans la famille après son départ, Maria demanda à rencontrer les enfants illégitimes d'Alexandre pour la première fois. Alexandre acquiesça, et alors que le tsar et la tsarine pleuraient à chaudes larmes, il amena ses aînés, Georges et Olga, au chevet de Maria un soir. Mais le 3 juin 1880, l'impératrice Maria s'éteignit. Immédiatement après le décès de Maria, Catherine montra son vrai visage. Non pas qu'elle ait été trop timide par le passé. Elle était ouvertement ravie que la tsarine ne soit plus. Comme Alexandre le dit, elle ne cache pas sa joie. En effet, à peine le corps de Maria commença-t-il à refroidir que Catherine poussa le tsar à faire un pas dont il ne pourrait jamais revenir. À peine un mois après le décès de l'impératrice Maria, Alexandre fit une chose très stupide. Il épousa Catherine, bien que lors d'une cérémonie secrète qui légitima néanmoins leurs enfants. Le tsar avait anticipé quelques murmures à propos de cette union, mais il découvrit bientôt l'ampleur du scandale. Littéralement, personne dans l'entourage d'Alexandre ne soutenait ce mariage. Mais ce n'était que le début de son cauchemar. Alors qu'Alexandre continuait de parader avec Catherine comme sa femme, sa famille eut plus d'occasions de mettre leurs menaces à exécution. Lors d'un bal, cela atteignit un point culminant tristement célèbre. Ce soir-là, sa belle-fille Dagmar refusa de faire la bise à l'usurpatrice Catherine, ce qui était une énorme insulte à l'époque. Alexandre était si embarrassé et contrarié qu'il cria plus tard sur elle. « Tu n'as pas de cœur ». Début mars 1881, Catherine se réveilla avec une prémonition glaciale. Elle était certaine que ce jour-là serait celui où le tsar Alexandre mourrait enfin, après toutes les tentatives d'assassinat précédentes. En conséquence, elle le supplia d'annuler ses obligations et de rester à l'abri dans les murs du palais. La réponse d'Alexandre fut typique et très coquine. Au lieu de prendre Catherine au sérieux, Alexandre fit ce qu'il faisait toujours. Il s'adonna à des plaisirs charnels avec elle pour calmer ses craintes. Apparemment, ils firent l'acte directement sur la table de ses appartements. Puis, il partit accomplir son appel militaire dominical habituel, laissant une Catherine à peine moins inquiète derrière lui. En quelques heures, elle serait tragiquement confirmée dans ses craintes. Alors qu'il accomplissait ses devoirs, la réalité d'Alexandre bascula, puis vola en éclats. D'abord, un radical lança une bombe sur lui, mais elle manqua sa cible. Puis un autre tenta sa chance. Cette seconde explosion, contrairement aux 6 autres tentatives, atteignit enfin sa marque. Alexandre le savait. Alors que la bombe atterrissait à ses pieds, il prononça « Il est trop tôt pour remercier Dieu ». Soudain, l'atmosphère se déchira avec des éclats et des cris. Lorsque le chaos s'apaisa, l'empereur prononçait ses dernières paroles. Alors que les aides se précipitaient aux côtés du tsar, ils découvrirent avec horreur et espoir qu'il était encore vivant et criait à l'aide, contre toute attente. Il n'aurait même pas dû respirer. Ses jambes étaient ben brisées et il était au-delà de toute aide terrestre. Néanmoins, ces hommes loyaux transportèrent le souverain au palais d'hiver pour accomplir les derniers sacrements et lui permettre de faire un adieu final déchirant. Alors que les assistants traînaient la forme à peine consciente d'Alexandre dans son bureau, Catherine sortit précipitamment de sa chambre, à moitié vêtue et presque folle de chagrin. L'image qu'elle créa ce jour-là resta dans l'infamie, encore parée de sa robe de nuit rose et blanche. Les spectateurs, horrifiés, se souvinrent comment le sang du tsar imprégna ses vêtements fins, alors qu'elle tenait son corps jusqu'à la fin amère.
et ce fut véritablement une fin amère. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factorned, pour plus de faits incroyables sur tout.